Gérard-François Dumont, bonjour. Bonjour. Vous avez récemment travaillé sur des thématiques concernant les territoires. Une première question porte sur l'exclusion. Comment se manifeste-t-elle à travers les territoires ? Effectivement, l'un des défis de notre société est de lutter contre l'exclusion, ce qui suppose d'avoir une bonne connaissance de la répartition géographique de l'exclusion pour conduire des politiques adaptées aux réalités territoriales. Pendant longtemps, on était en France dans une logique que l'on pensait européenne, c'est-à-dire l'on considérait que les gens riches habitaient les centres-villes et que les exclus habitaient dans les banlieues. Cette idée de différenciation géographique entre des centres-villes riches et des banlieues pauvres est une idée qui s'est accrue ces dernières années dans la mesure où s'est produit un phénomène que l'on a appelé de gentrification. La gentrification, cela veut dire qu'un certain nombre de communes-centres ont réhabilité leur centre-ville et la qualité de ces réhabilitations a attiré des populations relativement aisées en centre-ville. Et effectivement, dans ces dernières années, nous avons eu beaucoup de grandes villes françaises qui ont remis en état, qui ont redynamisé leur centre-ville, qui ont amélioré les équipements culturels dans le centre-ville, qui ont amélioré les réseaux de transport des centres-villes à travers la construction de tramways, et ceci a encouragé des populations plus aisées à aller en centre-ville. Néanmoins, la réalité est beaucoup plus complexe que ce qui a été précisé précédemment, parce que les centres-villes sont à la fois des territoires qui réunissent des populations aisées et des territoires qui réunissent des populations exclues. Et en fait, ce sont plutôt les classes moyennes qui se trouvent dans les espaces périphériques de nos grandes villes. Alors, qu'est-ce que sont ces personnes exclues ? Bien, ces personnes exclues, cela se constate d'abord en ce qui concerne bien sûr le niveau de revenus. Mais il serait erroné de ne prendre en considération que la question du revenu. Par exemple, il importe de prendre en considération l'importance de la géographie du surendettement. En effet, parmi les personnes qui sont en situation de surendettement, nous avons bien entendu des personnes qui ont des faibles revenus, mais nous avons aussi beaucoup de personnes qui, en fait, ont des revenus qui peuvent être considérés comme satisfaisants, mais qui ne savent pas gérer leur budget et qui ont vécu au-dessus de leurs moyens par cette incapacité à gérer les budgets. Nous avons d'autres personnes qui se trouvent en situation d'exclusion parce qu'elles ont eu un destin familial qui les a conduits à être, par exemple, en situation de famille monoparentale et donc en difficulté dans des dépenses liées à cette situation. Et donc, l'exclusion a ainsi des causes extrêmement diversifiées, et ces causes diversifiées supposent des réponses également diversifiées. Alors, cette évolution de l'exclusion doit se constater aussi, effectivement, dans la périphérie. J'ai précisé précédemment que souvent nous trouvons des classes moyennes dans la périphérie, mais nous trouvons aussi des classes aisées, notamment dans les zones pavillonnaires, et puis nous trouvons des classes plus concernées par l'exclusion, notamment dans les territoires où l'on a construit des logements sociaux sous forme de bars et de tours. Et cette géographie très diversifiée conduit à une insuffisance de mixité sociale, c'est-à-dire à des territoires qui se trouvent spécialisés dans le logement de telle ou telle catégorie de population, d'où il résulte une difficulté à mettre en œuvre des solidarités entre des catégories socio-professionnelles différentes. Donc l'important, c'est de conduire des politiques d'urbanisme qui luttent en faveur de la mixité sociale, c'est-à-dire faire en sorte que dans chacun des quartiers, nous ayons la possibilité à la fois d'accueillir des personnes qui ont besoin de logements sociaux, des personnes qui peuvent s'inscrire dans des logiques de logement intermédiaire, je pense bien sûr aux classes moyennes, et puis des logements pour des catégories sociales donc qui ont des revenus plus satisfaisants.
parce que ce qui fait la richesse de la vie d'un quartier, c'est cette diversité humaine faite de catégories socio-professionnelles différentes, et donc il faut revenir sur des politiques qui ont consisté à spécialiser les quartiers et à aggraver l'exclusion d'un certain nombre de populations. En même temps, l'exclusion, elle est liée aussi à l'insuffisance aujourd'hui de mixité générationnelle. Là aussi, nos politiques d'urbanisme ont conduit à spécialiser des quartiers, ce qui fait que certains quartiers vont avoir beaucoup de personnes âgées qui ne vont pas pouvoir bénéficier de solidarité entre les générations, et d'autres quartiers vont avoir par exemple beaucoup de familles dont les grands-parents habitent très loin, et ce qui rend difficile là aussi la solidarité entre les générations. Donc il y a tout un travail de politique d'urbanisme qui doit être conduit, permettant par exemple que dans l'affectation des logements sociaux, on réfléchisse au fait que tout un ensemble de logements sociaux doivent être distribués de telle façon qu'ils puissent accueillir dans le même ensemble à la fois des couples jeunes, des familles avec des enfants ou des adolescents, et également des personnes âgées, parce que c'est cette proximité géographique entre des catégories d'âge différentes qui peut permettre une meilleure solidarité entre les générations, et donc faire en sorte que nous ayons une meilleure vie sociale, une meilleure concorde sociale qui peut faciliter justement l'aide à sortir de l'exclusion pour un certain nombre de personnes.